Le 18 juillet 2016, la plage de New Smyrna, en Floride, était déjà bondée en milieu de matinée. Une chaleur lourde pesait sur l'océan. La houle était agitée, avec des vagues rapides qui arrachaient le sable du fond et rendaient l'eau brune et trouble près du rivage. New Smyrna se trouve sur la côte est de la Floride, et les spécialistes des requins connaissent bien cet endroit. Ce n'est pas parce que chaque baignade y serait particulièrement dangereuse. La plupart des gens entrent dans l'eau et en ressortent sans le moindre problème. Mais les eaux chaudes et peu profondes attirent de nombreux petits poissons. Et là où ces poissons se rassemblent, les requins viennent se nourrir. Ce matin-là, de vastes bancs de poissons évoluaient déjà à proximité de la plage. Les sauveteurs circulaient sur le sable et demandaient aux baigneurs de rester prudents. Ils avaient aperçu des ailerons au milieu des zones où les poissons s'agitaient. À New Smyrna, ce spectacle n'avait rien d'exceptionnel. Le risque, lui, restait bien réel. À cause des vagues et du sable en suspension, la visibilité sous l'eau ne dépassait pas une 60aine de centimètres. Emily Carver avait 27 ans. Elle travaillait à son compte et réalisait des vidéos en indépendante, séquences de voyage, images tournées en extérieur, contenu ensuite assemblé et vendu. Ses proches la décrivaient comme une femme qui agissait souvent avant de réfléchir. Elle ne recherchait pas volontairement le danger. Elle était simplement impulsive. Lorsqu'elle apercevait quelque chose qui méritait d'être filmé, elle avançait aussitôt vers son sujet, avant de se demander ce qui pouvait encore se trouver dans le cadre. Dans son métier, ce tempérament lui avait souvent été utile. Ce 18 juillet, il allait la placer exactement là où elle n'aurait jamais dû se trouver. Emily était venue seule à la plage. Son téléphone déjà à la main, elle entra dans l'océan avant même que la plupart des vacanciers aient fini d'étendre leurs serviettes. Lorsqu'elle atteignit une zone légèrement éloignée du rivage, l'eau lui arrivait à la poitrine. Elle se trouvait à environ 1,20 m de profondeur. Autour d'elle, l'eau était opaque et constamment remuée. De petits poissons jaillissaient par groupes à la surface. Entre la houle, les vagues et cette activité alimentaire, tout semblait bouger sans interruption. C'est alors qu'Emily aperçut devant elle un aileron dorsal incurvé fendre la surface. Les sauveteurs avaient déjà lancé leurs avertissements. La décision la plus raisonnable aurait été de regagner immédiatement la plage. Mais Emily leva son téléphone pour filmer. Elle pensa qu'il s'agissait d'un dauphin. À première vue, cette supposition n'était pas totalement absurde. Les dauphins et les requins bulldogs fréquentent les mêmes zones côtières de la Floride. Lorsqu'on se tient dans une eau agitée, avec presque aucune visibilité, il peut être difficile de les distinguer. Ce qu'elle fit ensuite reste pourtant beaucoup plus difficile à comprendre. Au lieu de s'éloigner, Emily tourna partiellement le dos au large. Elle tendit le bras et commença à cadrer un autoportrait vidéo en orientant son téléphone vers l'endroit où l'aileron venait de passer. Les requins bulldogs qui traversent un banc de poissons ne cherchent pas nécessairement à attaquer des êtres humains. Mais dans une eau trouble, ils réagissent vivement aux mouvements et aux perturbations qui se produisent à très courte distance. Emily se tenait précisément dans ce type d'environnement. Les poissons s'agitaient tout autour d'elle et sous la surface, elle ne pouvait rien voir au-delà de 60 cm. Le requin frappa sans qu'aucun signe visible ne permette de l'anticiper. Une seule morsure atteignit profondément le haut de sa cuisse et sa hanche. La violence du choc la projeta sur le côté. Emily tenta de se redresser, mais le sable se dérobait sous ses pieds tandis que les vagues la repoussaient. Avant qu'elle puisse retrouver son équilibre, le requin établit un second contact très bref dans la même zone. La blessure s'élargit, puis l'animal disparut dans l'eau sombre. Les sauveteurs arrivèrent en quelques minutes. Ils ramenèrent Emily vers la plage et commencèrent immédiatement à la soigner. Mais la gravité de la plaie rendait la situation presque impossible à maîtriser. Une blessure profonde dans le haut de la jambe peut provoquer une perte de sang extrêmement rapide. Dans une eau chaude et agitée, loin de tout équipement médical, même une intervention immédiate peut ne pas suffire. Quelques minutes après avoir été sortie de l'océan, Emily perdit connaissance. Son décès fut constaté le jour même. Les conclusions officielles confirmèrent qu'une morsure mortelle de requin avait entraîné une hémorragie massive. Après avoir entendu ce récit, beaucoup jureraient probablement de ne plus jamais nager dans une eau trouble. Pourtant, Emily se trouvait au milieu d'une mer sombre et agitée,
entourée de signes inquiétants, et elle se croyait encore suffisamment en sécurité pour continuer à filmer. L'histoire suivante montre que la présence d'amis ou de témoins ne change pas toujours l'issue, surtout lorsque le soleil est déjà en train de disparaître. Le 9 août 2015, sur les Outer Banks, en Caroline du Nord, la journée entrait dans ce moment particulier où la chaleur commence à retomber et où la lumière devient plus terne. Le vent s'était légèrement renforcé. Près du rivage, de petits poissons crevaient la surface en groupes dispersés. Une activité discrète, facile à ignorer lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut observer. À la fin de l'été, les Outer Banks attirent de nombreux groupes de jeunes qui restent sur la plage bien après le milieu de l'après-midi. En début de soirée, la foule principale était déjà partie, mais plusieurs petits groupes se trouvaient encore au bord de l'eau. Madison Brooks avait 22 ans. Elle passait ses vacances d'été avec des amis avant de retourner à l'université. Selon eux, Madison acceptait n'importe quel défi sans prendre le temps d'y penser. Ce n'était pas par arrogance, mais presque par réflexe. Elle disait oui avant même que la question soit terminée. Elle détestait hésiter et ne voulait surtout pas qu'on puisse la croire effrayée. Ses amis adoraient cette énergie. Dans leur groupe, elle était presque toujours la première à se lancer. Nous connaissons tous des gens comme Madison, ceux qui sautent les premiers, qu'il s'agisse d'un voyage improvisé ou d'un défi. Parfois, cela donne un souvenir amusant. Parfois, le risque est bien plus sérieux qu'il n'en a l'air. Alors que la lumière continuait de baisser, le groupe se rassembla près du rivage. À un moment, quelqu'un proposa de nager jusqu'à un banc de sable visible à environ 37 mètres au large. L'idée circula parmi eux comme le font souvent ces propositions. À moitié un défi, à moitié une petite compétition, apparemment sans conséquence. Lorsque vint le tour de Madison, elle avançait déjà vers l'océan. À cette heure-là, beaucoup auraient ri avant de refuser. Madison, elle, n'avait aucune intention de rester près de la plage. Des personnes installées sur des serviettes la regardèrent s'éloigner, puis cessèrent presque aussitôt de lui prêter attention. Depuis le sable, la scène paraissait inoffensive. On voyait seulement une nageuse aller un peu plus loin que les autres. Madison franchit les vagues tandis que le ciel s'assombrissait. À proximité du banc de sable, elle atteignit une section où la profondeur était d'environ 1,50 m. Elle se trouvait à près de 37 mètres de ses amis, maintenait sa tête hors de l'eau et leur criait quelque chose. Les petits poissons restaient actifs autour d'elle. Le vent, le clapot et les vagues créaient une agitation constante à la surface. Dans ces conditions, sa silhouette devenait de plus en plus difficile à suivre depuis la plage. Pendant les mois chauds, les requins bulldogs sont particulièrement actifs dans les eaux côtières des Outer Banks. La faible luminosité réduit les contrastes à la surface et peut les pousser à s'approcher de perturbations qu'ils auraient examinées avec davantage de prudence en plein jour. Une personne qui bat des jambes pour rester à flot, entourée de poissons et de remous irréguliers, produit exactement le type de signal susceptible d'attirer un requin bulldog. L'animal arriva par-dessous et par derrière, une approche cohérente avec sa manière de se déplacer dans une eau troublée et peu visible. Aucun aileron, aucune ombre identifiable, aucun avertissement à la surface. La première morsure fut soudaine et basse. Des témoins virent Madison disparaître brièvement sous l'eau, puis remonter. Lorsqu'elle reparut, il était évident que quelque chose n'allait pas. Elle ne nageait plus. Elle essayait seulement de se maintenir droite. Ses gestes étaient irréguliers, limités, désordonnés. Après le premier choc, les témoins aperçurent de violentes éclaboussures. Mais depuis la plage, il devenait impossible de savoir si Madison luttait contre les vagues, si elle était blessée ou si le requin se trouvait encore près d'elle. Personne ne distingua clairement une seconde morsure. On voyait seulement une zone de remous s'élargir à l'endroit où elle se trouvait. Au fil des secondes, ses mouvements perdirent encore en coordination. Entre le clapot, la distance et la lumière qui disparaissait, ses amis ne pouvaient plus comprendre ce qui se passait. Ils donnèrent immédiatement l'alerte. Les secours arrivèrent et commencèrent leurs recherches près du banc de sable. Madison fut retrouvée non loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Son corps dérivait juste au-delà de la zone où les vagues se brisaient.
Elle fut ramenée peu après le début des recherches, mais les sauveteurs ne réussirent pas à la réanimer. La cause du décès fut attribuée à une morsure de requin, accompagnée d'une perte de sang considérable et d'une incapacité presque immédiate à se maintenir à la surface dans une mer agitée. Des gens se trouvaient tout près. Ses amis la regardaient depuis la plage. Pourtant, cela n'avait rien changé. Dans le cas suivant, plusieurs témoins étaient également présents. Mais cette fois, leur impuissance allait avoir une toute autre origine. Le 3 mai 2017, la lagune de Lake Worth, en Floride, connaissait une après-midi très animée. Située entre l'île Barrière et le continent, sur la côte est de l'État, cette étroite étendue d'eau chaude accueille une importante circulation de plaisance pendant les mois les plus chauds. La lagune de Lake Worth n'est pas l'océan ouvert. Il s'agit d'un bassin abrité relié à la voie navigable intercôtière. Cette connexion en fait un passage fréquenté par de nombreuses espèces marines, notamment les requins bulldogs. Les habitués voyaient régulièrement des ailerons dans le chenal. La plupart du temps, les requins ignoraient tout ce qui les entourait. Ils traversaient la lagune comme les bateaux. Après suffisamment de fins de semaine passées sur place, les gens finissaient par ne plus leur accorder la moindre attention. Ryan Mitchell avait 34 ans. Comme il travaillait à l'intérieur presque toute la semaine, ses sorties sur l'eau représentaient une véritable échappatoire. Il conduisait des motomarines depuis plusieurs années. Avec le temps, il était devenu si à l'aise qu'il ne réfléchissait plus autant qu'un pilote débutant. Ses amis disaient qu'il aimait la vitesse et passait toujours un peu trop près des autres. Il n'était pas ouvertement imprudent. Il roulait simplement plus vite et plus près que nécessaire. Cet après-midi-là, Ryan traversait le chenal avec d'autres pilotes dans les environs. Il avançait entre 48 et 56 km/h lorsqu'il coupa la trajectoire d'une autre motomarine. Les deux engins se heurtèrent. Le choc éjecta brutalement Ryan, qui frappa l'eau avec violence. Des témoins installés sur un bateau voisin le virent refaire surface et comprirent aussitôt qu'il était blessé. Il présentait des coupures visibles sur le bras gauche et le long du flanc, probablement causées par la chute et par un contact avec des débris. Même à une vitesse modérée, une motomarine peut sembler imprévisible. Lorsqu'on en conduit depuis des années, il devient facile d'oublier la brutalité d'une collision. Quelqu'un appelait déjà les secours. Pendant les minutes qui suivirent, toute l'attention resta concentrée sur l'accident. Ryan demeurait à la surface et s'efforçait de garder son équilibre. Autour de lui, plusieurs personnes tentaient de s'approcher sans risquer de le heurter ou d'aggraver ses blessures. Puis son comportement changea soudainement. Il n'y eut ni énorme vague, ni aileron surgissant de façon spectaculaire. Les témoins virent seulement Ryan réagir d'un coup, comme si quelque chose venait de le frapper par-dessous. À un moment, un requin avait été attiré vers la zone, probablement sans que personne puisse l'apercevoir avant le contact. Dans l'eau chaude et trouble de la lagune, alors que du sang se répandait autour d'un homme blessé, un requin bulldog pouvait approcher sans être remarqué. La morsure fut brutale et soudaine. Aucun témoin ne distingua clairement l'animal. Tous virent seulement Ryan sursauter violemment. Les enquêteurs expliquèrent ensuite qu'un contact aussi rapide, à très courte distance, correspondait au comportement d'un requin bulldog dans une eau où la visibilité est faible. Dans ces conditions, l'animal réagit davantage aux mouvements soudains et aux perturbations qu'à ce qu'il peut réellement voir. Peu après, Ryan disparut sous la surface. Depuis les bateaux voisins, personne ne comprit immédiatement ce qui venait de se produire. Certains pensèrent qu'il avait coulé à cause des blessures provoquées par la collision. D'autres réalisèrent quelques secondes plus tard que la situation était probablement plus grave. Les secours atteignirent rapidement le secteur, mais l'eau du chenal était opaque. Du sang et des débris flottaient à la surface. Le lieu de l'accident restait agité par le choc entre les deux motomarines. Retrouver Ryan prit plus de temps que toutes les personnes présentes ne l'auraient voulu. Il fut finalement localisé dans le chenal et ramené à la surface. Il n'y avait cependant plus rien à faire. Son décès fut constaté sur place. Pendant l'enquête, les autorités récupérèrent les images d'une caméra installée sur un bateau voisin. L'enregistrement montrait une partie des instants qui avaient suivi l'accident. Les embarcations qui changeaient de position, les réactions désordonnées des témoins et la confusion générale.
Ces images correspondaient à leur récit. Les conclusions officielles attribuèrent la mort de Ryan à une morsure mortelle de requin ayant provoqué une hémorragie majeure. La collision entre les deux motomarines fut identifiée comme l'événement initial ayant déclenché toute la suite. Ce qui rend cette affaire si troublante, c'est que tout a commencé par un accident qui n'avait, au départ, aucun rapport direct avec un animal marin. L'histoire suivante débute de la même manière. Quelque chose se brise avant même que la victime ne tombe dans l'eau. Mais tout le reste est complètement différent. Le 21 mars 2018, au large de Key West, l'océan paraissait calme, baigné d'un bleu éclatant. Pourtant, l'itinéraire des parachutes ascensionnels traversait un chenal plus profond, dont le fond se situait entre 12 et 18 mètres sous la surface. Le vent, lui, se renforçait progressivement. Depuis les bateaux, les conditions semblaient encore maîtrisables. La journée avait donc toutes les apparences d'une sortie ordinaire. C'est précisément ce qui rend cette histoire si inquiétante. Les excursions continuaient. Les clients étaient attachés, puis soulevés au-dessus du chenal comme si rien ne devait venir perturber le programme. Sur l'un des bateaux, des membres de l'équipage avaient pourtant remarqué, plus tôt dans la journée, des signes d'usure sur une partie du harnais. D'après les conclusions de l'enquête, ils n'avaient pas jugé le problème suffisamment grave pour interrompre les activités. Les vols s'étaient poursuivis. Lauren Hayes avait 29 ans. Touriste de passage à Key West, elle occupait chez elle un emploi de bureau tout à fait ordinaire. Ses proches parlaient d'une femme ouverte, enthousiaste et facile à convaincre lorsqu'une activité pouvait rendre un voyage plus mémorable. Le parachute ascensionnel lui correspondait parfaitement. Quelqu'un a dit un jour que, dans les loisirs à sensation, le plus effrayant n'était pas toujours l'activité elle-même, mais parfois la personne chargée de l'organiser. Cette remarque peut sembler exagérée, jusqu'au moment où l'on découvre une histoire comme celle-ci. Lauren fut élevée à une hauteur située dans la partie basse de la plage d'exploitation habituelle, bien en dessous des altitudes maximales atteintes lors de certaines sorties commerciales. Elle se trouvait néanmoins assez haut pour que le bateau paraisse minuscule et que la côte semble beaucoup plus éloignée que depuis le pont. Lorsque l'embarcation changea de direction, les rafales exercèrent une pression supplémentaire sur le câble et sur le système de fixation. Pendant cette manœuvre, la partie usée céda. Il n'y eut ni glissement progressif, ni véritable possibilité de se rattraper. Lauren tomba directement du parachute dans l'océan. Même depuis une hauteur relativement limitée, une telle chute reste dangereuse. Elle peut être plus facile à survivre qu'une chute extrême, mais l'impact demeure d'une grande violence. Les témoins la virent frapper durement la surface. Lauren reparut. Cependant, elle ne semblait plus contrôler ses mouvements. Les personnes restées sur le bateau la décrivirent comme profondément désorientée. Elle bougeait de manière irrégulière et éclaboussait l'eau comme si elle essayait à la fois de comprendre où elle se trouvait et comment rester à flot. Plusieurs secondes passèrent. On n'entendait que le bateau qui virait pour revenir vers elle et le bruit de l'eau encore troublée par sa chute. Ce qui se produisit ensuite fut observé plus nettement par plusieurs passagers. Une grande forme se déplaça juste sous la surface, près de Lauren. Puis l'eau fut secouée par un mouvement soudain et puissant. Les témoins décrivirent une attaque unique et directe, correspondant à l'approche d'un prédateur. En se fondant sur la taille de l'animal, sa manière de se déplacer et le lieu de l'incident, les enquêteurs estimèrent qu'il s'agissait d'un requin longimane. Le requin longimane est un grand prédateur de haute mer, reconnaissable à ses longues nageoires arrondies dont les extrémités blanches ressortent nettement dans l'eau. Il est souvent décrit comme audacieux et opportuniste. Dans les secteurs profonds, au large, les mouvements d'une proie en difficulté peuvent rapidement attirer son attention. L'enquête se concentra néanmoins sur la chute elle-même. Tomber soudainement d'une telle hauteur peut provoquer de graves traumatismes internes, même lorsqu'une personne réussit à refaire brièvement surface. La désorientation, la perte de coordination et l'affaiblissement rapide de Lauren correspondaient aux conséquences possibles d'un choc aussi brutal. Le bateau de parachute ascensionnel revint vers la zone en quelques instants.
Mais ces quelques instants suffirent. L'équipage atteignit le point où Lorraine avait disparu. Il ne trouva qu'une surface agitée, du matériel dispersé et aucun signe stable permettant de la localiser immédiatement. Au moment où le bateau arriva sur place, il n'existait déjà plus de véritable possibilité qu'un sauvetage puisse modifier l'issue. Au terme de l'enquête, les autorités conclurent que la chute et les blessures provoquées par l'impact constituaient la cause principale du décès. Certains détails des dernières secondes de Lorraine ne purent pas être entièrement reconstitués. Malgré les témoignages évoquant une grande forme et une attaque, aucune preuve confirmée ne permit d'attribuer sa mort à un facteur extérieur autre que la défaillance du matériel et le choc contre l'eau. L'incertitude portait donc sur le déroulement exact et sur le moment précis de chaque événement, pas sur la cause retenue officiellement. Cette histoire rappelle qu'un danger ne disparaît pas simplement parce qu'une autre personne semble en avoir la responsabilité. Quand le temps change, que le vent monte et que le matériel s'use, c'est la personne attachée au harnais qui subit les conséquences d'une mauvaise décision. Lorraine, elle, n'avait pratiquement aucun choix. Le cas suivant est troublant pour une autre raison. Tout commence près du rivage, par une situation dont il aurait été beaucoup plus facile de s'éloigner. Le 12 juin 2015, à Gulf Shores, en Alabama, la chaleur de la fin d'après-midi poussait encore les gens vers l'océan plutôt que vers la sortie de la plage. Ce jour-là, de nombreux pêcheurs s'étaient installés le long du rivage. Certains se tenaient dans l'eau peu profonde, ils ramenaient de petits poissons et discutaient tranquillement. Tout paraissait calme, simple, presque paisible. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Quand un drame éclate dans un endroit aussi tranquille, il peut survenir si vite que les témoins ont du mal à croire ce qu'ils viennent de voir. Michael Turner avait 41 ans. Il occupait chez lui un emploi stable, avec des horaires réguliers pendant la semaine. La pêche depuis le rivage était l'activité qu'il réservait à ses fins de semaine. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme fier de son habileté sur l'eau. Il ne s'en vantait pas ouvertement, mais possédait un véritable esprit de compétition. Il utilisait un matériel plus lourd que celui de la plupart des pêcheurs installés autour de lui. Il aimait surtout ramener des prises que les autres n'auraient pas réussi à maîtriser. Selon un ami, Michael pouvait rester debout au même endroit pendant des heures, si cela lui permettait de remporter le combat contre ceux qui tiraient à l'autre bout de sa ligne. En fin d'après-midi, quelque chose de très gros mordit à l'hameçon. L'animal se débattit violemment au-delà de la zone où les vagues se brisaient. À voir la canne se courber, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une prise ordinaire. Les amis de Michael remarquèrent également des remous plus loin. L'eau bougeait d'une façon qui ne correspondait pas au clapot environnant. Plusieurs d'entre eux lui demandèrent de couper la ligne. Michael refusa. Pour maintenir la tension, il quitta une zone profonde d'environ 90 cm et avança vers une section où l'eau atteignait entre 1,50 m et 1,80 m, près de la rupture de pente de Gulf Shores. À cet endroit, quelques pas suffisent pour quitter le plateau sableux. Une fois dans la partie plus profonde, il devient beaucoup plus difficile de résister à une forte traction. Le poisson accroché continuait de se débattre et de saigner. Une traînée visible s'étendait dans l'eau et pouvait être emportée au loin. Un requin-tigre longeant cette rupture de pente n'avait besoin d'aucun autre signal. Un poisson blessé, agité et sanglant dans une eau côtière chaude représente l'un des signes les plus évidents qu'un prédateur puisse détecter. Les requins-tigres sont des chasseurs opportunistes. Pendant l'été, cette partie du golfe se trouve sur l'un de leurs passages connus. D'après les amis qui observaient la scène depuis la plage, le requin arriva depuis les eaux plus profondes et saisit le poisson accroché en une seule traction brutale. La canne fut tirée vers l'avant avec une telle violence que Michael perdit immédiatement l'équilibre. Il ne lâcha pas. Même un pêcheur moins expérimenté connaît la sensation d'une grosse prise qui tire sur la ligne. Et c'est peut-être l'aspect le plus inquiétant de cette histoire. Beaucoup de personnes auraient sans doute gardé la canne en main, elles aussi. Sous les pieds de Michael, le sable se dérobait déjà. Dans cette eau plus profonde, il ne disposait d'aucun appui solide. La ligne resta tendue.
Le requin demeura près des restes du poisson. Michael fut progressivement entraîné vers le large. Les témoins racontèrent que ses mains et ses avant-bras se retrouvèrent pris dans toute cette lutte. La ligne, la canne et les mouvements violents se mêlaient dans une zone qui, pour lui, n'était déjà plus une eau peu profonde. Le matériel de pêche lourd est conçu pour supporter une grande force. Il n'est pas fait pour la libérer en douceur. Lorsque la traction devient plus puissante que le pêcheur, c'est le corps du pêcheur qui finit par céder. Michael lâcha finalement la canne, mais il avait déjà quitté le plateau sableux et se trouvait en difficulté. Le requin, le poisson blessé et l'eau chargée de sang occupaient désormais le même espace étroit que celui dont Michael essayait de sortir. Le contact avec son corps se produisit au milieu de cette agitation. Ses amis virent la surface devenir soudainement chaotique. Puis Michael disparut sous l'eau. Il ne remonta pas. Entre la première traction violente et l'instant où les témoins le perdirent de vue, tout se déroula trop vite pour que quiconque puisse intervenir depuis la plage. Peu après, un ami réussit à ramener depuis le rivage la ligne désormais détendue. Celle-ci devint l'un des éléments étudiés par les enquêteurs. Une autre personne présente sur la plage avait filmé la scène avec son téléphone. La vidéo montrait la canne fortement courbée vers les eaux profondes durant les dernières secondes, avant qu'elle disparaisse sous la surface. Aucune image ne permettait de voir clairement le requin. Mais la succession des événements correspondait aux déclarations des amis de Michael. Les équipes de recherche inspectèrent la zone située le long de la rupture de pente. Elles retrouvèrent Michael plus tard dans la soirée, dans une eau plus profonde, bien au-delà de l'endroit où il s'était tenu au départ. Les conclusions officielles qualifièrent sa mort d'incident mortel lié à un requin. La cause principale fut décrite comme une blessure catastrophique accompagnée d'une noyade dans la partie profonde après la perte d'équilibre provoquée par la lutte avec la ligne. La plage ne fut pas fermée. Le rapport fut enregistré et dès le lendemain matin, cette portion du littoral resta accessible au public. Un petit avis fut affiché pour rappeler les précautions à prendre lorsqu'un poisson accroché attire des prédateurs en pleine activité alimentaire. La plupart des vacanciers passèrent devant sans le lire. Combien de panneaux de ce genre avez-vous déjà ignorés sur une plage? Soyez honnête. Ce qui rend la mort de Michael si lourde, c'est qu'il eut plusieurs occasions de reculer. Ses amis lui demandèrent de couper la ligne. Les remous et la profondeur de l'eau lui signalaient le danger. Pourtant, il choisit de garder la canne. Dans l'affaire suivante, la victime ne reçut aucun avertissement comparable. Et d'une certaine manière, cette absence totale de choix rend le récit encore plus difficile. Le 10 avril 2016, au large de Bimini, l'eau offrait son apparence habituelle à cette période de l'année. Claire, lumineuse et presque trop calme pour être prise au sérieux. Depuis le pont d'un petit bateau d'excursion, la surface ressemblait à une plaque de verre. Le regard plongeait directement dans des nuances de bleu mouvantes. Une transparence magnifique, capable de faire oublier la profondeur réelle de l'océan. Il faisait chaud, le vent était faible. Les conditions correspondaient exactement à celles que l'on pourrait utiliser pour promouvoir une excursion d'observation et de nourrissage de requins. Un décor de carte postale. Ce détail est important, car rien, cet après-midi-là, ne ressemblait à un avertissement. Tout donnait l'impression qu'un souvenir de vacances exceptionnel était sur le point de commencer. Bimini se trouve juste au large de la Floride. Une petite industrie touristique s'y est développée autour des rencontres rapprochées avec les requins bulldogs. La promesse est simple. Un bateau, un guide, des appâts jetés dans l'eau et une expérience présentée comme contrôlée avec des animaux que la plupart des clients n'ont vus auparavant que sur un écran. Tout semble encadré. Tout semble sûr. Les embarcations sont petites, l'équipage manipule les appâts et les passagers restent à bord. C'est précisément ce sentiment de contrôle que les touristes viennent acheter. La question de savoir si cette organisation les protège réellement ne se pose généralement qu'après un accident. Samantha Reed avait 26 ans. Dans sa vie quotidienne, elle occupait un poste en contact avec la clientèle. Pendant ses vacances, elle recherchait volontiers les activités susceptibles de produire des images spectaculaires.
Ses proches la décrivaient comme une femme sociable, attirée par les expériences qui permettent ensuite de raconter une histoire, et très à l'aise devant une caméra. Samantha n'était pas imprudente. Elle avait simplement grandi en filmant presque tout. À ses yeux, plus elle pouvait s'approcher, meilleures seraient les images. Ses amis racontèrent qu'elle attendait ce voyage depuis plusieurs mois. L'excursion avec les requins était l'activité dont elle parlait le plus souvent avant son départ. C'est cette envie de filmer qui la plaça contre le bastingage cet après-midi-là. Peu après l'ancrage du bateau, l'équipage jeta des appâts dans l'océan. En quelques minutes, plusieurs requins bulldogs apparurent. Selon les témoins, ils tournaient très près de la coque et passaient rapidement près des appâts, crevant parfois la surface. Les passagers se penchèrent le long du bastingage pour les filmer. Ce comportement est habituel lors de ce type d'excursion. Le bateau est considéré comme la zone sûre. L'eau qui l'entoure ne l'est pas. Téléphone à la main, Samantha se frayait un chemin jusqu'au bord. Elle n'était pas la seule à enregistrer la scène, mais personne ne se penchait aussi loin qu'elle. D'autres passagers confirmèrent qu'elle tendait le bras bien au-delà du bastingage afin d'obtenir un angle plus dégagé sur la zone où flottaient les appâts. Puis le bateau bougea. Il ne s'agissait pas d'un mouvement spectaculaire, seulement d'un léger déplacement, comme une petite embarcation peut en produire lorsque plusieurs personnes changent d'appui ou qu'une vague roule sous la coque. Mais Samantha avait déjà dépassé son centre d'équilibre. Quand on filme, le regard reste fixé sur l'écran. On oublie le bastingage, la distance jusqu'à l'eau et l'inclinaison de son propre corps. Tout ce qui ne se trouve pas dans le cadre semble disparaître. Les témoins virent Samantha basculer par-dessus bord en un seul mouvement. Son téléphone partit en premier, puis son corps suivit. Elle tomba directement dans la zone active de nourrissage, juste à côté du bateau. Elle ne glissa pas lentement. Elle n'eut aucune possibilité de saisir le bastingage. Vue d'en haut, elle sembla simplement basculer hors du cadre. Un requin bulldog qui se nourrissait à moins de 3 mètres changea presque immédiatement de direction pour rejoindre le point d'impact. Cette réaction n'avait rien d'inhabituel. Lorsqu'un mouvement soudain et une forte éclaboussure apparaissent dans une zone d'alimentation, un requin bulldog peut se détourner aussitôt vers cette nouvelle source d'agitation. Le premier contact se produisit à très courte distance. La morsure sembla unique, mais extrêmement grave. Elle atteignit le haut du corps et le bras de Samantha, puis l'entraîna sous la surface en un seul mouvement. Il ne s'agissait pas d'une attaque prolongée. L'eau se mit à bouillonner et s'assombrit rapidement autour d'elle. Près des appâts, l'agitation devint si intense que les témoins ne parvenaient plus à distinguer Samantha au milieu des remous. Les passagers criaient depuis le pont. Les membres de l'équipage se précipitèrent le long de la coque et tentèrent de l'atteindre aussi vite que possible. Pendant quelques instants, ils aperçurent des mouvements près de la surface, mais personne ne vit clairement une succession de nouvelles morsures. Il n'y avait que des éclaboussures, de la confusion et une perte presque totale de contact visuel. Puis les remous recouvrirent la zone. Durant plusieurs secondes, Samantha resta invisible. Sur le pont, les téléphones autrefois levés s'abaissèrent. Les passagers demeurèrent figés. L'équipage réussit finalement à ramener Samantha à bord. Mais ses blessures étaient beaucoup trop graves pour être prises en charge avec les moyens disponibles sur le bateau. Elle ne survécut pas au trajet de retour vers la côte. L'équipage lança un appel par radio, mais la période pendant laquelle une intervention aurait encore pu modifier l'issue était déjà terminée. Plusieurs passagers filmaient au moment où Samantha bascula. Leurs vidéos constituèrent l'élément central de l'enquête. Elle montrait sa position penchée, le mouvement du bateau, la chute, le premier contact avec le requin et la réaction de l'équipage. Les enquêteurs n'eurent pas à reconstituer la scène uniquement à partir de souvenirs. L'incident avait été enregistré sous plusieurs angles. Les autorités interrogèrent les organisateurs au sujet de la place accordée aux passagers, de la hauteur du bastingage et de la proximité entre le bateau et la zone de nourrissage. Les conclusions désignèrent plusieurs facteurs essentiels: l'utilisation d'appâts, la présence de requins tournant très près de la coque et la position de Samantha au-delà du bastingage. Aucune poursuite ne fut engagée. Les excursions continuèrent,
Mais des règles plus strictes furent ensuite imposées concernant la position des passagers. À bord d'un tel bateau, avec un téléphone à la main et des requins juste en dessous, chacun aimerait croire qu'il resterait prudemment en retrait. Pourtant, il suffit parfois de revoir ses propres vidéos pour découvrir qu'on s'était penché bien plus loin qu'on ne le pensait. Il est difficile d'être certain que nous aurions agi autrement.